La collection des groupes des musées de la science britannique comporte plus de 7000 objets du quotidien. On a aligné numériquement et chronologiquement toutes les images de ces objets pour voir quel profil de couleur se dégage. Si en 1800, les gris, blancs, noirs représentaient 15% des pixels photographiques, ils occupent désormais 40%. Car oui, la couleur disparaît. Regardez par la fenêtre, si vous êtes dans un paysage urbain, il y a de fortes chances que le grisâtre délimite votre univers. Regardez les vêtements que vous portez, la couleur de votre canapé, celle de votre bureau ou la teinte de votre voiture. Si en 2005, tout ou partie est gris, blanc, beige, il n'en était pas de même chez nos grands-parents. Alors que s'est-il passé et comment en est-on arrivé là ? Alors, pour débuter, il est important de rappeler que les goûts et les couleurs sont une construction sociale. Il n'y a pas de vérité de la couleur, notre perception est conditionnée par notre milieu, notre pays, notre âge. Ce podcast est donc un produit ethnocentré et joyeusement biaisé. Mon point de vue eût été bien différent si j'étais un ado au Japon, une babouchka dans un kolkhoz, une mère de famille nombreuse presbytérienne au Burkina. Alors, tu crois que le bleu est une couleur froide. Eh bien, sache que chaud, froid, féminin ou masculin, ça agrandit, c'est lumineux, c'est vibrant, c'est ringard, c'est sublime, c'est gaze ou ça déchire. Tout ça, c'est une construction sociale qui ne dit rien de la couleur, mais tout de toi, ton milieu social, ton rapport au genre, ton âge et combien tu chausses. Michel Pastoureau est un éminent théoricien de la couleur et enseignant-chercheur français. Dans le petit livre des couleurs, il explique que plusieurs phénomènes caractérisent notre rapport contemporain aux couleurs. Il y a la domination du noir dans l'habillement professionnel et urbain, qui est un héritage protestant de la révolution industrielle. Le gris est la couleur dominante de la modernité, notamment dans l'architecture et l'urbanisme. Le bleu est la couleur préférée d'une majorité d'occidentaux, et ce depuis le XVIIIe siècle. Certaines couleurs, comme le rouge ou le violet, sont jugées de mauvais goût par la majorité. Il y a un code chromatique social implicite. Les couleurs vives sont souvent réservées aux loisirs, aux enfants ou aux contextes informels, tandis que les environnements professionnels privilégient les tons neutres. Michel Pastoureau, bien que très conscient et très informé des codes sociaux de la couleur, n'échappe pas au goût façonné par son milieu et son époque. Homme occidental blanc de 77 ans, Michel Pastoureau aime beaucoup le gris et déteste le rose. David Batchelor est un artiste plasticien écossais né en 1955. Dans les années 90, il galère avec l'une de ses œuvres, une sculpture à laquelle il peine à donner de l'ampleur. Puis lui vient l'idée de lui coller de la couleur sur une face. L'œuvre devient alors super cool. Seulement le voilà, tout décontenancé et taraudé de questionnements. Pourquoi s'est-il interdit la couleur jusqu'alors ? Il part en quête de documentation pour trouver l'origine du tabou. Et c'est pas très compliqué parce que le rejet de la couleur commence chez les philosophes antiques. Aristote considérait la couleur comme secondaire et moins noble que la forme. Platon, dans la République, exprime une méfiance envers la couleur, l'associant à la séduction et à l'illusion. Il critique notamment les peintres qui utilisent la couleur pour créer des effets trompeurs. Au XVIIe, Charles Lebrun, qui est un théoricien de l'art, a fortement influencé la pensée occidentale en établissant une hiérarchie entre le dessin, considéré comme intellectuel et masculin, et la couleur, vue comme sensuelle et féminine. Kant, dans ses écrits sur l'esthétique, subordonne la couleur à la forme. Il considère que la couleur peut plaire au sens, mais n'atteint pas le niveau de la beauté pure qui relève de la forme. John Ruskin, philosophe britannique du XIXe, l'associe à des qualités primitives ou carrément sauvages.
Cette tradition philosophique occidentale et vachement masculine a contribué à créer ce que Batchelor appelle une chromophobie culturelle, où la couleur est vue comme quelque chose de superficiel, de dangereux et d'étranger à la vraie pensée intellectuelle. Et là on se dit, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Eh bien pas de bol, parce qu'il y a les architectes du XXe siècle qui vont relancer d'une bûche le feu de la détestation des couleurs. Alors, il y a des raisons pratiques et raisonnables, comme par exemple l'envie de rompre avec le maximalisme des ornementations du XIXe siècle et le besoin de faire des économies. Les ornementations, les papiers peints, les moulures, les vitraux, les soieries et la profusion d'objets et de couleurs, ça coûte une blindasse. Les matériaux de construction anciens, comme la pierre de taille, les poutres issues des chênes plusieurs fois centenaires, comme à Notre-Dame, ça coûte cher aussi. Alors que le béton, le verre blanc et l'acier sont économiques. Le Corbusier, un des grands gourous du modernisme, a théorisé une approche de l'architecture qui privilégie le blanc, considérant la couleur comme un élément perturbateur de la pureté architecturale. Dans la même lignée idéologique, on trouve Adolf Loos, qui, dans son essai Ornement et crime, ça s'invente pas, rejette la décoration et prône une architecture épurée. Et il y a aussi les gars du Bauhaus, Walter Gropius et Mies van der Rohe, dont les gratte-ciel monochromes ont défini l'architecture moderne. Aux États-Unis, il y a Philip Johnson, qui a popularisé le style international avec sa Glass House, entre autres, qui illustre parfaitement le rejet des couleurs en faveur de la transparence et des matériaux bruts. Enfin ça, c'est pour la théorie, parce que si on regarde un peu des travaux de ces gens, c'est peut-être un peu différent. Alors par exemple, chez Mies van der Rohe et Philip Johnson, c'est clair que la couleur a disparu. Mais maintenant, si on regarde la cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, dont l'architecture est clairement rythmée par la couleur, ou cet appartement emblématique d'Adolf Loos à Vienne, ces meubles jaunes et rouges designés par Gropius ou Breuer, et le travail des enseignants du Bauhaus que sont Klee ou Kandinsky. On peut dire avec certitude que, primo, par rapport au canon des agents immobiliers de 2025, c'est grave coloré. Et deuxio, le spectre des couleurs est vachement étroit, parce qu'il n'y a quasiment que des couleurs primaires. Les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. Les secondaires sont les couleurs obtenues par le mélange des couleurs primaires. Les couleurs tertiaires, ce sont toutes les nuances cheloues et bâtardes qu'on adore, genre vermillon, chartreuse, turquoise, ocre, pistache, rose poudré, bleu clin, corail, safran, moutarde, lavande, layette, soleil et tutti quanti. Selon Michel Pastoureau, toujours, l'absence de couleur n'est ni le blanc ni le noir, mais le gris. La nuance sans nuance, l'absence ou la transparence, c'est le gris. Le costume du banquier, l'open space, l'ordinateur portable, l'iPhone, le jean de Kate Moss ou l'eau de parfum gris Dior, dont le jus n'est pas gris mais le nom oui, tout ça, c'est gris. Alors, la décoratrice que je suis vous dira que le nouveau gris, c'est le beige. Le tissu à bouclettes qui recouvre tous les canapés de Dubaï à Los Angeles depuis 5 ans, les murs des grands appartements vendus par la famille Kretz, la culotte gainante ou la maison de Kim Kardashian, c'est la foire au beige. Alors en résumé, pourquoi l'Occident n'aime pas la couleur ? Parce que la couleur est affaire de femmes, de métèques, de vulgarité et d'enfants. Tu penses que je fais de la provocation en disant ça peut-être ? Alors c'est possible. Mais il convient de s'interroger. Y a-t-il un lien entre fascisme et rejet de la couleur ? En 1934, Le Corbusier, toujours lui, cherche activement à obtenir des commandes en Italie et tente de se rapprocher du régime fasciste. Il écrit à Mussolini et il exprime dans ses lettres son admiration pour le fascisme qu'il voit comme un moyen de mettre en œuvre ses théories de planification urbaine à grande échelle. Malgré ces tentatives répétées, Le Corbusier n'obtient finalement aucune commande significative du régime fasciste italien. Et tu vas voir qu'il n'est pas le seul architecte demi-dieu à faire les yeux doux aux nazis.
Philip Johnson a ouvertement soutenu le nazisme dans les années 30, a assisté à des rassemblements nazis en Allemagne, a tenté de créer un parti fasciste aux États-Unis, a écrit des articles antisémites pour des publications d'extrême droite. Ludwig Mies van der Rohe est resté en Allemagne nazie jusqu'en 1938, a tenté de travailler avec le régime, a signé des manifestes de soutien, a soumis des projets pour les bâtiments du Reich. Dans l'imaginaire collectif, le Bauhaus est une école persécutée par le Reich dont les membres se sont expatriés pour fuir le nazisme, comme Adrian Brody dans le film du studio A24, The Brutalist. Si c'est le cas pour pas mal d'entre eux, comme Marcel Breuer, juif qui n'avait pas trop le choix, certains ont essayé de trouver des opportunités de taf à Berlin et y sont même parvenus. Walter Gropius, lui, ne s'est pas compromis avec les régimes autoritaires et a gardé le cap des idéaux défendus par l'école du Bauhaus, c'est-à-dire l'abolition des distinctions entre artistes et artisans, l'accessibilité du design de qualité aux masses, l'égalité des sexes et l'utilisation de la technologie moderne pour améliorer les conditions de vie. Et puis il faut nuancer aussi ce propos du fascisme, car l'ambition personnelle est souvent plus grande que l'idéologie. Grands architectes vendraient leur mère pour la gloire et la reconnaissance éternelle. C'est un peu comme les milliardaires de la Silicon Valley avec la biodiversité, le féminisme ou la pauvreté, tu vois. Mais ça vaut quand même le coup de se poser la question. Parce que cette idée que la couleur c'est dégueulasse est toujours largement enseignée dans les écoles d'archi. Et les écoles d'art aussi. Et les écoles de design. Pour se venger de cette approche grisâtre, je vous propose de nous intéresser à quelques créateurs qui ont mis la couleur au centre de leur travail. Voici des designers qui ont contribué à repousser les limites de l'utilisation de la couleur dans leurs domaines respectifs, créant souvent des œuvres qui remettent en question les conventions chromatiques traditionnelles. Si vous écoutez ce podcast, c'est dommage pour vous, mais si vous le regardez dans sa version augmentée en vidéo, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans la première partie du XXe siècle, voici Sonia Delaunay, pionnière de l'art abstrait, connue pour ses motifs géométriques aux couleurs vives appliquées au textile et à la mode. Peintre française d'origine ukrainienne, sa palette de couleurs est influencée à la base par Van Gogh, Gauguin ou Renoir. Ettore Sottsass, l'italien, figure emblématique du groupe Memphis, est célèbre pour ses combinaisons de couleurs audacieuses dans le mobilier. Son univers est influencé du pop art. Alexander Girard est connu pour avoir introduit des couleurs vibrantes dans le design moderne, notamment chez l'éditeur Herman Miller. Moi, j'adore ces Wooden Dolls. Entre 1960 et 1990, le plus célèbre des coloristes est peut-être Werner Pantone. Ce designer danois nous offre des créations psychédéliques et une utilisation révolutionnaire des couleurs vives dans le mobilier. Pierre Paulin est un designer français chéri par le couple Pompidou, dont on peut admirer le mobilier à l'Élysée, enfin si les différents présidents ne l'ont pas planqué à la cave. David Hicks est un designer britannique connu pour ses combinaisons de couleurs audacieuses. Par exemple, la moquette à motif géométrique qui fout les jetons dans Shining, c'est lui. Enfin, c'est pas la moquette qui fout les jetons, c'est le film. Pour la période contemporaine, on pourrait citer quelques créateurs en vogue comme Ella Jongerius, designeuse néerlandaise, Bithan Laura Wood, designeuse britannique, la fameuse India Madhavi, architecte franco-irano-égyptienne, Yinka Ilori, designer britannico-nigérian, le britannique Adam Nathaniel Furman, Patricia Urquiola, l'espagnol qui vit à Milan, ou le japonais Shiro Kuramata. La grande nouvelle, c'est que les couleurs sont peut-être en train de sortir du purgatoire. D'abord, il y a les mondes numériques avec les réseaux sociaux qui bannissent les interfaces noires et blanches et vomissent le gris. Car oui, le gris c'est la couleur des boomers.
Et dans un monde très clairement fractionné entre les anciens et les modernes, le moyen d'afficher qu'on n'est pas du monde d'avant, c'est clairement la couleur. Les générations Z et Alpha montrent un rapport particulier à la couleur qui se distingue des générations précédentes. Désormais, on ne se reconnaît plus dans les codes genrés traditionnels des couleurs. Par exemple, le rose n'est plus exclusivement féminin. On choisit les couleurs comme un marqueur d'identité et d'appartenance à des communautés. On utilise les couleurs comme outil d'activisme, comme par exemple le drapeau des fiertés ou les causes environnementales. On rejette le minimalisme monochrome qui est associé au corporate. On valorise l'expression individuelle à travers des choix chromatiques aussi. Et on est sensible à la signification culturelle et sociale des couleurs. Ces générations semblent avoir un rapport plus décomplexé à la couleur, l'utilisant comme un moyen d'expression et de différenciation plutôt que comme un élément à domestiquer ou à neutraliser. En conclusion, je dirais que la couleur c'est cool et c'est l'avenir. Je dirais aussi que les couleurs neutres ne le sont pas tant que ça. Elles sont possiblement la représentation d'un monde occidental, blanc, masculin et conservateur. Cette vision du bon goût, où la forme l'emporte sur la couleur depuis les philosophes grecs, est peut-être en train de vaciller, parce que les univers numériques saturés de couleurs viennent contaminer le monde réel. Pléthore d'études, plus ou moins sérieuses, que j'ai consciemment omises, viennent célébrer les bienfaits de la couleur sur l'humeur. Pas sûr que l'on puisse se fier totalement à la pseudo-science de la couleur. Mais on peut sans trop se gourer dire que, d'une part, la majeure partie d'entre nous se sent mieux sous un ciel azur que sous la chape de plomb d'un ciel gris. Et d'autre part, le choix d'une couleur est plus politique qu'il n'y paraît, même si on n'en a pas tout à fait conscience. Et la bonne nouvelle, c'est que la jeunesse, elle le sait. Pour réaliser ce podcast, je me suis appuyée sur les sources suivantes. Le livre Chromophobia de David Batchelor. Le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau. Le petit module sur la disparition des couleurs de France Culture par Alexis Magnaval. Le numéro d'Affaires sensibles sur France Inter consacré au rapport entre Le Corbusier et Mussolini. Et enfin, j'ai utilisé l'AI Claude pour les recherches de documentation et les références. Voilà, c'est fini. J'embrasse Jean-Marie Lot à Montrouge qui édite ce podcast. Et je vous embrasse de Montréal où la neige tombe comme il se doit.